Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Carl Zha. Carl est un ingénieur originaire du Sichuan, devenu analyste des médias et citoyen américain, qui vit aujourd'hui à Bali. Au fil des années, sa voix est devenue importante pour déconstruire et remettre en question les récits occidentaux anti-chinois, ainsi que pour diffuser des faits sur la Chine. Carl, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Carl, welcome back to India and Global Left. Merci de m'inviter. Commençons par les récentes discussions entre les États-Unis et la Chine, à Busan, en Corée du Sud. Quels sont les principaux enseignements de ces entretiens? Eh bien, je pense que la principale conclusion, c'est que fondamentalement, Trump a encore capitulé. Et c'est prévisible, car Trump a lancé toute cette guerre commerciale sans préparation, alors que la Chine s'y prépare depuis 7 ans, depuis que la première administration, Trump, a commencé à sanctionner la Chine. La Chine se préparait à l'éventualité d'être contrainte de se découpler des États-Unis. Elle a donc cherché à développer une grande autonomie. Et la Chine détient beaucoup d'atouts. Il s'avère que non seulement la Chine détient toutes les cartes, mais qu'en plus, toutes les cartes sont en réalité fabriquées en Chine, surtout dans le domaine des terres rares. Trump a signé de nombreux accords d'approvisionnement en terres rares avec d'autres pays, mais ce n'est en réalité qu'une question d'apparence. Cela ne résout pas le problème fondamental du raffinage et du traitement des terres rares, domaine dans lequel la Chine domine, environ 90% du raffinage et du traitement mondiaux. Même la plus grande mine de terres rares des États-Unis, la mine de Mountain Pass en Californie, envoyait encore jusqu'en avril de cette année ces terres rares brutes en Chine pour y être traitées, car les États-Unis ne disposent pas de la capacité de raffinage nécessaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une brève trêve, pour ainsi dire, dans la guerre commerciale, lorsque Scott Bessent a poursuivi le vice-premier ministre chinois en Europe, d'abord à Genève, puis à Londres, afin de négocier une trêve temporaire. Mais cette trêve a été rompue en septembre, lorsque le département du commerce américain a mis en place la soi-disant règle des 50% du BIS, qui a considérablement élargi le nombre d'entreprises chinoises de semi-conducteurs soumises aux sanctions américaines. Ils ont donc élargi la liste initiale d'environ 1400 entreprises chinoises de semi-conducteurs figurant sur la liste noire américaine à environ 20 000. La nouvelle règle stipule que toute entreprise détenue à plus de 50% par une société mère chinoise sera inscrite sur la liste des entités. Cela a conduit le gouvernement américain à approcher le gouvernement néerlandais en disant « Hey, nous savons qu'il existe une entreprise néerlandaise appelée Nexperia, détenue à 100% par une société mère chinoise, Wingtech. Nous allons l'inscrire sur la liste des entités en vertu de notre nouvelle réglementation, à moins que vous ne fassiez quelque chose concernant la propriété. » Le gouvernement néerlandais a donc effectivement saisi Nexperia à son propriétaire chinois, ce qui a déclenché la prochaine escalade dans la guerre commerciale. Ainsi, le 9 octobre, la Chine a mis en place une nouvelle liste élargie de contrôle à l'exportation sur les terres rares, ce qui a provoqué la panique de Scott Bessent. Cela a finalement conduit à la rencontre entre Xi et Trump en Corée du Sud, au cours de laquelle les États-Unis ont accepté d'assouplir la règle des 50% du BIS en échange du retrait par la Chine de ses nouveaux contrôles à l'exportation sur les terres rares. Il faut garder à l'esprit que le précédent contrôle chinois sur les exportations de terres rares, imposé avant octobre, était toujours en vigueur.
en avril, oui, et qu'il s'appliquait encore aux sous-traitants militaires américains comme Raytheon et Lockheed Martin, qui ont besoin de terres rares pour leurs F-35, leurs missiles Patriot et tout le reste. Ils ne vont donc toujours pas obtenir ces terres rares. Et Trump, en plus, a supprimé ce qu'on appelait le tarif sur le fentanyl. In addition, it rolled back the so-called fentanyl tariff, it cut down by 10%, where Il a été réduit de 10%, avec l'affirmation que la Chine avait enfin accepté de collaborer avec les États-Unis sur la question du fentanyl, ce qui est un mensonge, car la Chine a toujours déclaré qu'elle travaillerait avec les États-Unis à ce sujet. En réalité, ce que la Chine produit, ce sont des précurseurs chimiques, qui sont des ingrédients pharmaceutiques légitimes. Ce qui se produit parfois, c'est que des gangs aux États-Unis et au Mexique, les cartels, importent ces ingrédients et les utilisent pour synthétiser du fentanyl. La Chine avait autrefois un programme conjoint avec les forces de l'ordre américaines, dans le cadre duquel elle retraçait tous les envois de précurseurs de fentanyl depuis la Chine afin de s'assurer qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Mais cette coopération a été interrompue pendant la première administration Trump, lorsque Trump a commencé à imposer des sanctions à la Chine et a faussement affirmé que la Chine avait installé un service de police secret sur le sol américain. Mais la Chine a toujours affirmé que la porte restait ouverte à la coopération. Et désormais, le tarif effectif sur les produits chinois est pratiquement proche de 20%, soit à peu près le même niveau que celui que les États-Unis ont imposé à leurs soi-disant alliés. Je parle du Royaume-Uni, de l'Australie ou du Canada. Ainsi, toutes les personnes qui ont déplacé leurs usines et leurs chaînes d'approvisionnement hors de Chine en avril, en prévision de la date de libération de Trump, viennent de perdre 7 mois d'efforts, de temps et d'argent. Et c'est une catastrophe. Ce que les entreprises détestent vraiment, c'est l'incertitude. Et la guerre commerciale de Trump en a introduit énormément sur le marché. C'est une blessure auto-infligée. Et au final, c'est terrible. Je me demande, vous avez parlé du fait que la Chine se préparait à cette guerre commerciale, au moins depuis 2017, lorsque Trump l'a intensifiée. Et vous avez également mentionné que les États-Unis n'avaient pris aucune mesure de préparation. Je suis curieux de savoir ce qui a conduit au lancement de cette vaste campagne appelée « Jour de la libération ». Je veux dire, elle a été déployée dans le monde entier, mais la Chine en était le point central. Les États-Unis ont-ils échoué dans leurs calculs et simplement pensé que cela ferait une bonne opération de communication pour leur propre base, la fameuse base MAGA, ou ont-ils surestimé quelque chose, comme leur influence dans le domaine des semi-conducteurs, les puces dites Blackwell, détenues par Nvidia? Je me demande ce que vous pensez des raisons pour lesquelles les États-Unis étaient si confiants quant à leur victoire dans cette guerre économique. Était-ce le 4 avril, le fameux jour de la libération? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. L'un d'eux est que les États-Unis ne s'attendaient pas à une forte réaction de la part de la Chine, car depuis 2017, alors que la Chine faisait tout pour se protéger de nouvelles sanctions américaines, elle s'était abstenue de riposter ou d'intensifier la guerre commerciale. La Chine ne voulait pas vraiment d'escalade. Elle voulait simplement continuer à faire des affaires avec les États-Unis. Mais cette retenue stratégique a été interprétée par Washington comme un signe de faiblesse. Ils se sont donc dit, d'accord, la Chine n'a rien fait. Alors, nous pouvons simplement continuer à leur imposer des sanctions. Et vous savez, une des raisons est que l'administration Trump pense que les tarifs douaniers sont une solution miracle qui fera baisser le déficit commercial américain et relancera la réindustrialisation des États-Unis, ce qui relève totalement du vœu pieux. Le résultat pour les États-Unis aujourd'hui, c'est 40 ans de désindustrialisation délibérée
menée par l'élite de Wall Street. Vous savez, ils ont une seconde. Mon fils joue avec mon installation. Une seconde. Hey Kai-Chin, ne touche pas à ça, papa travaille. Hey Kai-Chin, don't move that. Baba is working. Il ne touche pas à ça. Baba 3. Sorry about that. Désolé pour ça. Ma femme dort, donc il joue simplement en arrière-plan. Pas de souci. No worries. Inarvis specipus 3. Yeah. So, what happened is that Oui. the Trump Donc ce qui s'est passé, c'est que l'administration Trump pense que les tarifs douaniers seront une solution miracle. Mais le désordre dans lequel se trouvent aujourd'hui les États-Unis est le résultat de 40 années de désindustrialisation délibérée menée par l'élite de Wall Street. Pour compenser cela, il faut faire un énorme travail de fond. L'analogie que j'aime utiliser, c'est celle d'un haltérophile. Un haltérophile de 80 ans qui n'a pas fait d'exercice depuis 40 ans et qui dit soudainement « Tu sais quoi, je vais défier le champion du monde d'haltérophilie. » Et tu vois, toute personne sensée et raisonnable dirait « D'accord, papy, détends-toi, et peut-être qu'on devrait d'abord recommencer à s'entraîner, non ?» Reprenons progressivement ta force. Mais les tarifs ne favoriseront votre industrie nationale que si vous en avez réellement une. En ce moment, les États-Unis doivent tout reconstruire à partir de zéro, parce que, vous savez, après, les États-Unis occupaient en fait une position dominante dans l'industrie des terres rares dans les années 1970. Il y a plus de 40 ans. Mais les gens de Wall Street ont fait leurs calculs et ont dit « Oh, c'est extrêmement polluant et c'est un secteur à très faible marge. Nous ne gagnons pas vraiment beaucoup d'argent. Alors, externalisons cela en Asie de l'Est. » À cette époque, lorsque la Chine s'est ouverte, elle était désespérément pauvre, donc elle a accepté de faire le travail littéralement sale du traitement et du raffinage des terres rares. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après 40 ans, la Chine a accumulé toute l'expertise et développé toute la nouvelle propriété intellectuelle dans le raffinage avancé des terres rares. Les grandes universités chinoises, Tsinghua, Fudan et d'autres, forment chaque année des dizaines de milliers de docteurs spécialisés en chimie, recherche et développement des terres rares. Il n'y a rien de tel dans les universités américaines, car cette industrie n'existe plus aux États-Unis. Ainsi, toutes les personnes qui savaient comment faire cela il y a 40 ans sont maintenant à la retraite et elles n'ont pas formé de nouvelles générations pour prendre leur relève. Il y a donc un manque de capital humain. Et pour relancer l'industrie des terres rares, toutes les machines-outils doivent être importées de Chine et toute la propriété intellectuelle est chinoise. C'est pour cela que les États-Unis ont tant de mal. Ce n'est pas quelque chose qu'un simple tarif douanier peut résoudre. Ce dont les États-Unis ont besoin, c'est d'une politique industrielle globale, comme celle que la Chine pratique depuis 40 ans. Mais là encore, on se heurte à un autre problème. Le gouvernement chinois est structuré pour mener une politique industrielle, tandis que le gouvernement des États-Unis ne l'est pas. Le gouvernement américain excelle dans de nombreux domaines, notamment pour aspirer tout l'argent des contribuables dans les poches de l'élite du complexe militaro-industriel. Il fait cela très bien. C'est une caractéristique, pas un défaut. Mais en matière de politique industrielle, ce n'est pas ce pourquoi le gouvernement américain est conçu. Aujourd'hui, ils essaient de copier la Chine, mais le font de manière timide et incomplète. Je ne vois donc pas beaucoup de chances que cela réussisse. Par exemple, pour industrialiser ou réindustrialiser, il faut de l'énergie. La production d'énergie des États-Unis au cours des 20 dernières années est restée globalement stable, tandis que celle de la Chine a augmenté de façon continue. Voilà la différence. La Chine a de la marge pour croître. Elle construit pour la croissance.
Les États-Unis, eux, n'ont fait aucun de ces travaux préparatoires. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire apparaître par un simple décret ou une annonce de tarifs douaniers. La réindustrialisation de l'Amérique. C'est l'erreur que commet l'administration Trump. Et en plus de cela, ils ne s'attendaient pas à une riposte aussi forte de la Chine. C'est pourquoi ils ont lancé la guerre commerciale, en s'attendant à ce que tout le monde plie le genou. Eh bien, les Européens l'ont fait. Mais la Chine, elle a encore quelques cartes dans sa manche. Je pense qu'il serait utile de prendre un peu de recul et d'examiner les deux modèles que les États-Unis et la Chine proposent au reste du monde. Alors que le reste du monde observe cette rivalité, cela ressemble, à un certain niveau, à une lutte entre les États-Unis et la Chine pour la domination géopolitique. Mais à un niveau bien plus profond, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une compétition entre deux modèles économiques différents. L'un est centré sur la domination de la finance, et l'autre repose sur une planification et une production soigneusement organisées, incluant les industries, les infrastructures et une économie mixte, etc. Étant donné que le reste du monde est bien plus vulnérable que la Chine, dans quelle mesure cette défaite des États-Unis constitue-t-elle un revers pour le capitalisme néolibéral? Le modèle qui a été exporté vers le reste du monde depuis environ 30 ou 40 ans. Eh bien, je pense que pour commencer, la Chine a donné un exemple qui montre qu'il est possible de contrebalancer les États-Unis. Une seconde. Mon fils fait beaucoup de bruit en arrière-plan. Est-ce que tu l'entends dans le podcast? Je ne l'entends pas. D'accord. Alors c'est bon. On peut continuer. Donc, tu as tout à fait raison. L'un des problèmes des États-Unis aujourd'hui, c'est l'économie extrêmement financiarisée. L'outil de Trump pour tenter de ramener la production manufacturière aux États-Unis ne fonctionnera pas s'il ne change pas le modèle fondamental, celui où l'élite financière de Wall Street agit sans contrôle. Ce n'est pas de cette manière qu'on pourra s'attaquer aux problèmes de fond. Et en ce moment, ce sont effectivement les financiers et les technophiles qui dominent la Maison-Blanche. Ce sont eux qui ont créé ce problème au départ. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils résolvent le problème qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Et en ce qui concerne la Chine, il faut que les gens comprennent que la Chine n'a pas pour objectif de manger le déjeuner de l'Amérique. La Chine ne cherche pas à détruire les États-Unis. Ce n'a jamais été le but de la Chine. La Chine serait parfaitement heureuse de coexister avec les États-Unis. Comme Xi Jinping l'a répété à plusieurs reprises, le monde est assez grand pour que la Chine et les États-Unis coexistent. Et la Chine ne veut certainement pas éliminer l'un de ses meilleurs clients, à savoir les États-Unis. Mais l'administration Trump, encore une fois, joue le même jeu. Essayer de rejeter la faute de tous les problèmes actuels liés au contrôle du capital financier sur les États-Unis et détourner l'attention vers les immigrés et vers la Chine. Et cela, vous savez, c'est un jeu populiste. Cela fonctionne bien dans la politique électorale, mais au bout du compte, cela ne résout toujours pas le problème aux États-Unis. Et je pense qu'une grande partie de la raison, pour répondre à votre question précédente, des droits de douane est aussi politique, à usage interne. Trump veut satisfaire sa base, montrer qu'il agit. Il est arrivé au pouvoir en promettant de s'attaquer au déséquilibre commercial, d'empêcher ces étrangers de nous arnaquer. Et cela passe bien à la télévision, car c'est un animateur de télé-réalité. Mais ce n'est pas ainsi qu'un véritable homme d'État résout les problèmes. Et ce que la Chine a fait, c'est montrer au reste du monde que oui, on peut tenir tête aux États-Unis. Je veux dire, il est désormais très évident pour tout le monde, probablement même pour de nombreux Américains, que l'économie financiarisée ne fonctionne pas. Enfin,
Elle fonctionne très bien si vous êtes milliardaire, si vous êtes Jeff Bezos, Elon Musk ou Peter Thiel. Mais elle ne fonctionne pas pour l'Américain moyen du Michigan ou de l'Idaho. En fait, c'est ainsi que Trump a été élu à l'origine, parce qu'il avait promis, il disait qu'il était un outsider, même s'il est lui-même milliardaire. Il avait promis qu'il apporterait du changement en tant qu'homme extérieur à l'establishment. Mais bien sûr, vous savez, ce sont toujours les mêmes personnes qui dirigent le spectacle. Si vous regardez les membres de son administration, vous trouvez quelqu'un comme J.D. Vance, qui est en gros soutenu par Peter Thiel. Vous savez, les tech bros de la Silicon Valley. C'est la même élite financière qui continue de tout diriger. On ne peut pas s'attendre à ce que ces gens résolvent les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Et je pense que les gens peuvent le voir maintenant, surtout ceux en dehors des États-Unis, que la Chine a accompli énormément de choses au cours des dernières décennies, en construisant des infrastructures et en investissant dans sa propre population. Et je pense que la différence entre la Chine et les États-Unis, c'est que la Chine ne dit pas à tout le monde d'adopter le modèle chinois. En fait, alors que les États-Unis affirment qu'il existe une valeur universelle et que cette valeur universelle est la leur, la Chine, contrairement au consensus de Washington, dit « d'accord, le modèle chinois fonctionne très bien pour la Chine parce qu'il correspond à nos circonstances particulières. Pour les autres, vous pouvez venir, voir et apprendre ce que nous avons fait et prendre ce que vous pensez pouvoir appliquer chez vous. » Il ne recommande pas aux autres de copier le modèle chinois dans son intégralité et de le transplanter dans leur propre pays. Il montre simplement, vous savez, un exemple. Et c'est là qu'apparaît le contraste entre la Chine et les États-Unis. Les gens peuvent désormais voir les résultats concrets de ces deux modèles différents. L'économie financiarisée des États-Unis et la planification centrale, vous savez, de la Chine. La Chine a une économie mixte, mais l'État contrôle encore les secteurs stratégiques de l'économie. Le gouvernement chinois contrôle toujours les télécommunications. Il contrôle le secteur bancaire. Ainsi, le type d'élite de Wall Street ne peut pas exister en Chine, car l'État contrôle toutes les banques. Il n'y aura donc aucun type de Wall Street pour dire à Xi Jinping quoi faire ou comment définir sa politique, comme c'est le cas aux États-Unis. Aujourd'hui, le Global Times a publié un article dans lequel il a interviewé, je crois que c'était un professeur australien, au sujet de la région Asie-Pacifique, en particulier des nations insulaires comme Kiribati, le Vanuatu, les Fidji, Nauru et ainsi de suite. Le principal message de l'article était que la Chine leur a dit « Nous sommes prêts à dialoguer avec vous sur les questions qui vous concernent. Vulnérabilité climatique, infrastructure, matériaux de production, etc. Et nous ne sommes pas intéressés à vous faire la leçon sur la démocratie. » Pendant ce temps, les États-Unis continuent de faire la leçon à leurs prétendus alliés sur la démocratie et les droits de l'homme. C'était un excellent article qui reflétait parfaitement ce que vous venez de dire. Je suppose que je voulais peut-être élargir cette discussion en recueillant vos commentaires sur ce que cette défaite des États-Unis signifie dans un contexte historique plus large. C'est la première fois depuis des siècles. Bien sûr, je ne remonte pas à 1000 ans, à l'époque où les puissances asiatiques étaient réellement dominantes. Mais au cours des 200 dernières années, nous n'avons pas vu un pays ou une superpuissance euro-américaine perdre une bataille matérielle face à une nation non euro-américaine. Je veux dire, oui, il y a eu des cas comme la Grande-Bretagne perdant la guerre contre les États-Unis ou l'Allemagne, mais je parle d'une guerre matérielle. Pour la première fois, cela s'est produit. Une puissance non occidentale a vaincu une superpuissance occidentale sur le plan matériel.
And that to reconcile that, Et pour concilier cela, je pense qu'il faut prendre en compte l'avenir de l'Empire, l'état d'esprit impérial, et ainsi de suite. Car, comme vous l'avez dit à propos de la Chine, qui ne veut pas perdre le marché américain, le président Xi a déclaré que le renouveau et le développement de la Chine ne sont pas nécessairement incompatibles avec l'avenir des États-Unis. Le principe de l'Amérique d'abord signifie que la Chine ne considère pas cela comme un jeu à somme nulle, mais que les États-Unis, eux, le font. Au cœur de tout cela se trouve la mentalité impériale, car lorsqu'on est une puissance impériale, on ne peut pas voir les choses autrement. Même si vous gagnez, si l'autre camp gagne davantage, alors c'est une perte nette pour vous, n'est-ce pas? Donc, pour réconcilier ce moment, je pense qu'il est essentiel d'ouvrir une conversation plus large, au cœur même de l'Empire, non seulement parmi ses citoyens, mais peut-être même parmi les élites, sur la nécessité d'abandonner sa mentalité impériale. Il faut accepter qu'il doit devenir un État-nation ordinaire parmi la communauté des États-nations. Et il doit renoncer à cette idée d'être ou de diriger un empire, d'être une civilisation supérieure, et ainsi de suite. Donc, si vous pouviez commenter cela, je pense que ce serait utile dans le contexte de notre discussion. Je veux dire, ce que vous soulevez représente vraiment un tournant historique. Ce que nous avons vécu au cours des 500 dernières années, c'est une grande divergence. Lorsque l'Europe, portée par la soi-disant découverte de l'Asie, s'est étendue hors du continent et a commencé à se développer. L'ère du colonialisme et de l'impérialisme a suivi, alors qu'elle acquérait des ressources dans le reste du monde pour constituer le capital qui a finalement alimenté la révolution industrielle en Grande-Bretagne, propulsant ainsi l'Europe au rang de puissance impériale dominante mondiale. Mais que s'est-il passé après la Seconde Guerre mondiale? L'Europe avait en quelque sorte mené deux grandes guerres civiles, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et nombre des anciennes puissances coloniales étaient affaiblies. Cela a conduit à la période d'après-guerre de décolonisation qui s'est étendue à travers le tiers-monde, y compris des pays comme la Chine et l'Inde. Et depuis, on a assisté à une inversion de cette tendance de grande divergence, lorsque l'Europe avait pris de l'avance et que le reste du monde était resté à la traîne. Ce que nous avons observé, surtout au cours des 40 dernières années, c'est une période que l'on pourrait appeler la grande convergence, à mesure que la technologie s'est diffusée et que des pays nouvellement indépendants comme la Chine et l'Inde ont commencé à instruire leur propre population, à augmenter les taux d'alphabétisation et à laisser l'éducation et la technologie se propager. Aujourd'hui, ces pays rattrapent leur retard. Vous savez, l'un des éléments clés qui ont permis aux Européens de devenir la puissance impériale dominante dans le monde entier, c'était la révolution industrielle, grâce à leur supériorité technologique. Mais aujourd'hui, l'écart n'est plus aussi important. Par exemple, la Chine développe très rapidement sa propre base technologique. En fait, lors d'une récente conférence sur IA, un délégué africain a déclaré « Merci à la Chine d'avoir rendu beaucoup d'IA open source ». Cela met fin à une période d'apartheid de l'IA, où vous savez, seuls les États-Unis détenaient toutes les clés de l'avenir en gardant le contrôle des ressources en IA. Aujourd'hui, des entreprises chinoises comme DeepSeek ont ouvert leurs produits en open source, permettant à d'autres pays, en particulier dans le sud global, de profiter des fruits de l'IA sans avoir à payer des frais exorbitants à des sociétés comme OpenAI. C'est important, et ce n'est qu'un petit aspect de la grande convergence. Désormais, des pays comme la Chine et l'Inde se sont également industrialisés, si bien que l'Europe, et par extension, les États-Unis, en somme, c'est désormais un jeu de population.
Exactement. Lorsqu'il s'agit d'un jeu de population et de capital humain à travers l'histoire, tu dis que tu ne veux pas remonter 1000 ans en arrière. Mais l'une des raisons pour lesquelles des pays comme la Chine et l'Inde ont été les plus grandes économies du monde pendant des millénaires, c'est parce que la majeure partie de la population mondiale y résidait. Et cette concentration de capital humain a fait toute la différence. Aujourd'hui, avec l'égalisation des conditions dans les domaines de la technologie et de l'industrialisation, les pays les plus peuplés, en particulier la Chine et l'Inde, retrouvent de plus en plus leur place historique. C'est pourquoi l'équilibre des pouvoirs se déplace régulièrement depuis le début du XXe siècle, de l'Atlantique toujours plus vers l'Est. Et la montée en puissance de la Chine y joue un rôle majeur. Et aujourd'hui, ce que nous observons avec cette grande convergence, c'est qu'un grand nombre d'élites, en particulier l'élite impériale de Washington, n'ont pas encore eu le temps d'adapter leur état d'esprit, notamment leur manière de penser à somme nulle et impériale, parce qu'elles ont tellement l'habitude d'être au sommet. Elles ont tellement l'habitude que l'Amérique soit le chef de file. C'est désormais devenu une idéologie. D'une certaine manière, America First ne signifie pas seulement que l'Amérique passe en premier. Cela signifie que l'Amérique doit être numéro 1 parmi la communauté des nations. Cette mentalité doit changer. Le président Poutine a déclaré dans son entretien avec Tucker Carlson que peu importe qui siège à la Maison-Blanche, tant qu'ils restent infectés par le virus mental de la primauté américaine, cette mentalité de somme nulle, rien ne changera. Et c'est ce que nous avons vu. C'est pourquoi la tension que nous observons aujourd'hui résulte de la difficulté de l'ancienne élite impériale à faire cet ajustement mental, à accepter qu'elle n'est plus qu'une parmi d'autres, tu vois, simplement une parmi d'autres, dans un monde multipolaire. Elle ne peut plus être l'hyperpuissance unipolaire et toute puissante qui déferle sur le globe. Je pense qu'il y a maintenant à Washington quelques voix qui commencent lentement à en prendre conscience. Je dirais qu'elles avancent lentement dans le processus de deuil en 5 étapes, n'est-ce pas? Normalement, ils passent du déni à la colère, puis reviennent au déni. Maintenant, on observe un petit mouvement vers la phase de négociation, enfin. Et c'est pour cela que vous avez récemment vu la fuite du Pentagone, un document de la RAND, où ils évoquent l'idée que l'Amérique devrait peut-être accorder moins de priorité à la maîtrise de la Chine, parce que c'est une tâche très difficile, et se concentrer plutôt sur ce qu'ils appellent la sécurité intérieure et l'hémisphère occidental. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est, vous savez, ne pas trop s'en prendre à ses pairs concurrents. Choisissons plutôt quelqu'un de plus petit, quelqu'un que nous pensons être le maillon faible, comme le Venezuela. C'est donc ce qu'ils font en ce moment. Ils déplacent leur attention vers le Venezuela, car la machine de guerre perpétuelle doit continuer à tourner. C'est ainsi que fonctionne le complexe militaro-industriel. Il doit être nourri. C'est pourquoi les États-Unis ne cessent de passer d'une guerre à l'autre, de l'Afghanistan à l'Irak, à la Libye, à l'Ukraine, au Moyen-Orient, et maintenant ils essayent de se tourner vers l'Amérique latine, même s'ils commencent à reconnaître la réalité, qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de mener une guerre sur 3 fronts contre la Chine, la Russie, l'Iran, et ainsi de suite. Ils veulent tout de même préserver ce qui reste de leur domination, du moins dans l'hémisphère occidental, en Amérique latine. Je pense que je veux revenir à la question des relations entre les États-Unis et la Chine, et à leur avenir, car le débat est intense. Pour certains, il y a beaucoup de zones grises à ce sujet. Selon moi, ce n'est pas une zone grise. Il est très clair que les États-Unis n'abandonneront pas leur stratégie visant à contenir la Chine.
Même dans certaines parties du document de Colby, ou dans les fuites du Pentagone rapportées par Politico et d'autres, d'après ce que j'ai lu, l'ensemble des éléments ne montre aucun véritable consensus parmi les élites américaines en faveur d'un éloignement de la politique de containment de la Chine. En revanche, je pense qu'il existe un consensus relatif sur le désengagement de l'Eurasie. Et la logique est très simple. Ils estiment que la Russie n'est pas l'ennemi ou la cible principale. Je veux dire, dans la mesure où ils peuvent acheter une certaine neutralité russe, cela pourrait être bien, mais peut-être qu'ils ne le peuvent pas. Mais en ce qui concerne la Chine, je pense que l'histoire n'est pas terminée. Je ne pense pas que ce soit comme les journaux grand public, Bloomberg, le Financial Times, le présentent, une détente tactique plutôt qu'une réinitialisation stratégique. C'est l'expression « elle est partout », ce qui signifie essentiellement que la politique de confinement de la Chine va se poursuivre. Et même les termes et conditions des récentes discussions sont très limités à bien des égards. Oui, les taux de droits de douane effectifs, comme vous l'avez dit, tournent autour de 20% si l'on prend tout cela en compte. Sur le papier, ils sont de 47% pour beaucoup d'entre eux, car tout ce qu'ils ont fait, c'est une réduction, une tchèquisation. Diviser par 2 les 20% pour les ramener à 10% sur les droits liés au fentanyl, aller de 57% à 47%. Mais oui, il y a plusieurs exceptions. De plus, c'est 800. C'était bien 800 millions de dollars d'expédition. Et toutes ces exemptions porteraient le total à environ 20%. Nous n'avons pas de chiffre exact, mais la lutte pour la suprématie militaire est évidente. Je veux dire, on assiste à de nouvelles formes de menaces nucléaires. Le Financial Times et le Pentagone publient rapport sur rapport concernant l'expansion massive par la Chine de ses systèmes de livraison nucléaire et de ses essais d'armes, et ainsi de suite. Le Pentagone affirme que la Chine pourrait porter son nouvel arsenal à 1000 d'ici 2030, ce qui suggère en fait qu'elle s'éloigne désormais d'une politique de non-recours en premier à l'arme nucléaire. Je veux dire, ce sont des arguments de propagande. Mais ce que je dis, c'est que la possibilité d'une guerre autour du détroit de Taïwan, l'immense tentative de contenir le secteur technologique chinois, que ce soit par des contrôles à l'exportation sur les puces Blackwell de Nvidia ou par d'autres moyens, et, plus important encore, maintenant qu'ils ont perdu la guerre commerciale, nous pourrions assister à une intensification de la guerre de propagande, de la guerre de l'information. Donc, je ne sais pas sur quoi ils vont se concentrer maintenant que le Xinjiang et le Tibet ont été en grande partie discrédités dans de nombreux cercles. Ma question pour vous est la suivante. À mon sens, cette trêve semble très temporaire et repose sur des bases très fragiles, car je ne perçois aucun changement d'état d'esprit parmi les élites dirigeantes américaines. Comment envisagez-vous l'avenir à court terme? Disons 2, 3, 5 ans, des relations entre les États-Unis et la Chine. Je suis d'accord. C'est une retraite tactique, pas une réinitialisation stratégique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La raison pour laquelle ils se concentrent sur l'Amérique latine en ce moment, c'est qu'ils essayent d'éliminer l'influence chinoise et russe dans la région. C'est pour cela qu'ils s'en prennent au Venezuela. Et c'est la justification avancée pour vouloir imposer une nouvelle doctrine Monroe au reste de l'Amérique latine. L'idée, c'est de consolider le contrôle américain dans son voisinage. Une fois que nous serons solidement établis, nous pourrons contrer la Chine ailleurs. Tu as tout à fait raison, surtout avec cette administration. Nous avions eu une trêve dans la guerre commerciale auparavant. Ils l'ont rompue en septembre. Trump pourrait facilement tout bouleverser à nouveau avec un autre tweet. Peut-être fera-t-il preuve d'un peu de retenue cette fois, puisqu'il prévoit de se rendre en Chine l'année prochaine. Nous verrons bien. Avec l'administration Trump, on ne sait jamais.
La machine impériale a beaucoup d'inertie. C'est pourquoi ils ont tant de mal à se retirer de la guerre par procuration en Ukraine. Trump est arrivé au pouvoir en promettant qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine dans les 24 heures suivant son élection. Aujourd'hui, il n'arrive toujours pas à en finir. Même s'il existe un certain consensus parmi l'élite de Washington, comme tu l'as mentionné, pour s'éloigner de la confrontation avec la Russie afin de concentrer davantage de ressources sur la maîtrise de la Chine. Mais ils n'arrivent même pas à faire cela à cause de la Russie. Les États-Unis sont une bête à plusieurs têtes. Il existe de nombreuses bureaucraties différentes, des agences distinctes qui se disputent le contrôle. Et toute l'existence de l'OTAN repose sur l'hostilité envers la Russie. La raison d'être de l'OTAN est de tenir les Russes à l'écart, de maintenir les Américains impliqués et de contenir les Allemands. Ainsi, toutes les conséquences que l'Europe subit aujourd'hui en résultent. C'est une caractéristique, pas un défaut. La désindustrialisation de l'Allemagne en ce moment, due à la coupure de l'accès à l'énergie russe bon marché, est intentionnelle. C'est exactement pour cela que l'OTAN a été créée. Donc, il y a la bureaucratie de l'OTAN et il y a différentes branches du gouvernement américain qui ont intérêt à maintenir l'hostilité envers la Russie. C'est pour cela qu'ils n'arrivent même pas à élaborer une grande stratégie. Vous savez, ils ne cessent de parler de Kissinger à l'envers et de la manière dont ils vont détacher la Russie de la Chine. Mais en même temps, ils continuent de provoquer l'ours. Ils viennent d'imposer de nouvelles sanctions supplémentaires sur le pétrole russe. Ce n'est pas utile. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que l'esprit est volontaire, mais la chair est faible. Cela décrit bien l'état actuel de l'Empire américain aujourd'hui. Elle veut toujours dominer le globe, mais les États-Unis font face à de sérieuses contraintes de ressources. Ce qu'ils essaient donc de faire, c'est de gérer l'Empire à moindre coût, ce qui signifie que l'administration Trump tente de transférer une grande partie du fardeau aux Européens. Ils s'attendent à ce que l'Europe continue de financer la guerre en Ukraine, à s'opposer à la Russie, afin que les États-Unis puissent préserver leurs ressources pour affronter la Chine. D'accord, attendez une seconde. Laissez-moi juste... D'accord. Ils restent donc engagés dans toute la stratégie de changement de régime et de révolution de couleur. Je ne pense pas qu'ils prévoient une occupation complète du Venezuela, par exemple. Ce qu'ils font en ce moment relève davantage de l'intimidation. Ils espèrent probablement provoquer un coup d'État interne au Venezuela pour déclencher une révolution de couleur et un changement de régime, comme ils le font toujours. Trump n'est pas le genre de personne à vouloir s'enliser dans une guerre longue et prolongée, mais il aime cueillir les fruits les plus faciles. Il aime proclamer des victoires simples. C'est donc probablement la tactique des États-Unis en ce moment. Et comme tu l'as mentionné, la guerre technologique avec la Chine est toujours bien en cours. Les restrictions sur les semi-conducteurs visant les entreprises chinoises sont toujours en place. Elles bloquent la plupart des équipements de semi-conducteurs avancés et des puces d'IA à destination de la Chine. C'est parce qu'en ce moment, surtout dans la Silicon Valley, beaucoup de tech bros se disent « D'accord, il faut combattre la Chine ». Nous devons battre la Chine. Mais comment battre la Chine? Eh bien, nous ne pouvons pas la battre dans le domaine de la fabrication, donc nous gagnerons en remportant la course à l'IA. Je veux dire, c'est là-dessus que repose toute la compétition avec la Chine maintenant. Ils placent tous leurs espoirs dans le panier de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est que tant que les États-Unis atteignent l'AGI, l'intelligence artificielle générale, en premier, les États-Unis pourront développer Terminator et Skynet avant, et alors la Chine sera fichue. Mais je ne pense pas que, j'ai beaucoup de doutes.
j'ai beaucoup de doutes. C'est simplement la façon dont la bulle actuelle de l'IA est gonflée aux États-Unis. Vous savez, en Chine, ils appliquent réellement l'IA à beaucoup de choses utiles, à la robotique, à la fabrication avancée. Et jusqu'à présent, vous savez, aux États-Unis, toutes les ressources sont dirigées vers les chabots. Toutes ces informations, des centaines de milliards d'investissements allant vers Stargate ou autres. Et jusqu'ici, ils n'ont pas vraiment réussi à générer un retour qui justifierait cet investissement gigantesque. Et donc, même si, quand Jensen Huang a récemment déclaré « Oh, la Chine est en train de gagner la course à l'IA », c'était aussi intéressé parce que ce que NVIDIA demande réellement, c'est davantage de déréglementation gouvernementale aux États-Unis et plus de plans de sauvetage public. C'est sur cela que ces entreprises technologiques comptent désormais. Elles se rendent compte que la bulle de l'IA pourrait éclater, alors elles vont essayer de socialiser les coûts. C'est toujours le socialisme pour les riches, le capitalisme pour tous les autres. Socialism for the rich, for capitalism for everyone else. And so, I don't expect. Je ne m'attends pas à ce que cette AGI, même si elle voit le jour, je ne sais pas quand cela arrivera, garantisse clairement que les États-Unis en sortiront vainqueurs. Car en ce moment, même Eric Schmidt, le premier défenseur de l'interdiction des semi-conducteurs contre la Chine, a reconnu que la Chine n'a qu'une nanoseconde de retard dans la course à l'IA. Je pense donc que les responsables à Washington vont persister dans leurs efforts pour maintenir la primauté américaine, sauf qu'ils le feront par une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre économique. Ils ont déjà essayé cela avec la guerre des tarifs, sans succès. Mais ils maintiennent encore diverses sanctions contre la Chine et la Russie. Et ils mèneront aussi une guerre technologique, en poursuivant les restrictions dans le domaine des technologies, dans l'espoir de freiner le développement technologique indigène de la Chine. Mais je ne pense pas que cela finira par se concrétiser. Car, comme je l'ai mentionné, en termes de capital humain pur, la Chine forme chaque année bien plus de diplômés en STEM. Et même dans le domaine de l'IA, 50% des meilleurs chercheurs mondiaux en intelligence artificielle sont issus à l'origine d'universités chinoises. C'est simplement qu'une grande partie d'entre eux ont été attirés par les salaires élevés de la Silicon Valley pour travailler aux États-Unis. Mais compte tenu du climat anti-chinois actuel aux États-Unis, beaucoup choisissent de retourner en Chine. À long terme, je ne vois donc pas les États-Unis remporter cette course technologique, car elle repose en fin de compte sur une compétition entre différents viviers de capital humain. Et les chiffres ne jouent pas en faveur des États-Unis. La Chine compte tout simplement bien plus d'ingénieurs que les États-Unis, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne parvienne à fabriquer les puces les plus avancées. Il est très intéressant de constater que le discours autour de l'IA aux États-Unis tourne principalement autour des profits des entreprises. L'une des raisons pour lesquelles les 7 grands, les magnifiques 7, comme vous aimez les appeler, s'en sortent si bien en dehors de l'énorme perte de liquidité qu'il a bien fallu absorber quelque part, en dehors de ce stimulus financier, ce sont les licenciements massifs qui résultent de l'IA elle-même. Il y a eu d'importantes vagues de licenciements parce que les entreprises utilisent l'IA pour réduire leurs effectifs, ce qui a fait grimper les bénéfices des sociétés, attirer davantage d'investissements et gonfler la bulle de l'IA. Il est frappant de voir qu'aux États-Unis, la conversation sur l'IA porte surtout sur les profits des entreprises ou sur les chatbots, et ainsi de suite. Parfois, on entend parler de questions militaires ou d'armement, mais cela s'arrête là. Alors qu'en Chine, les discussions autour de l'IA se concentrent sur ses applications dans l'industrie, les infrastructures, la création de biens publics et l'agriculture. Je veux dire, ceux d'entre nous qui suivent cela en permanence entendent souvent des discussions sur l'IA dans la technologie médicale,
et sur ce qui peut être considéré comme un bien public. Il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet, mais cela me frappe beaucoup. Juste un commentaire en passant sur le Venezuela. Mon propre point de vue est peut-être légèrement différent. Si vous lisez des auteurs comme Steve Aylor et d'autres, de véritables spécialistes du Venezuela, ils expliquent que, bien que les sanctions aient autrefois fait l'objet d'un certain consensus au sein de l'opposition, l'idée étant que ces sanctions finiraient par affaiblir le gouvernement de Maduro, la campagne militaire a en réalité profondément divisé l'opposition. Ainsi, même Edmundo González, qui avait été initialement soutenu par Maria Corina Machado, s'est désormais éloigné d'elle, car une grande partie de l'opposition ne soutient plus la campagne militaire au Venezuela. Ce que je veux dire, c'est que ce type de stratégie, cette campagne de pression censée provoquer une révolte populaire contre le gouvernement de Maduro, semble de plus en plus irréaliste, étant donné que même l'opposition a été divisée par le genre de campagne menée par les États-Unis. Dans de telles conditions, si les États-Unis continuent d'agir au Venezuela, ils pourraient finir par se lancer dans une sorte d'aventure hasardeuse, envoyer des marines ou tirer des tomahawks. Nous verrons bien. Mais je pense qu'il n'y a pas de temps pour se détendre, surtout pour les habitants des États-Unis. Ils doivent continuer à accentuer les points de pression pour empêcher les États-Unis de se lancer dans cette aventure, ou mésaventure militaire. Car oui, il est vrai qu'à terme, les États-Unis subiraient une humiliation au Venezuela, tout comme ils l'ont fait en Afghanistan ou au Vietnam, et ainsi de suite. Mais à court terme, cela serait très dommageable pour le Venezuela. Mon dernier commentaire portera peut-être sur la Chine, en sachant qu'il ne s'agit que d'un réajustement tactique. Car ce qu'ils disent, c'est qu'ils mettent de côté les mesures de contrôle des exportations du 10 octobre, qui avaient été étendues à peut-être 5 ou 7 terres rares supplémentaires, mais qu'ils ne suppriment pas complètement le système de licence d'exportation pour les 5 ou 7 premières terres rares. Et ils sont très explicites en disant que lorsqu'il s'agit de technologie militaire, ils ne vont pas faire preuve de souplesse à ce sujet. Ils n'accepteront probablement aucune de ces licences. Pour les biens non militaires, bien sûr, il y aura un processus de contrôle. Donc, je pense que c'est pour le bien de l'humanité que la Chine devrait cesser d'exporter des terres rares vers le complexe militaro-industriel américain, afin que nous puissions freiner ce genre de course aux armements qui est en cours. Ma dernière question, Carl, si tu pouvais commenter brièvement, à quoi ressemble l'avenir de Mega? Ils sont arrivés avec beaucoup de bruit, et j'ai eu une forte aversion pour cela dès le tout début. Je veux dire, la vulgarité pure et simple de leur langage, et venant du Sud global, c'est tout simplement intolérable pour moi. Leurs discours sur l'immigration, sur les immigrés, sur la prétendue grandeur des États-Unis, etc., etc. Mais il me semble que ce projet lui-même est en train de se désagréger de l'intérieur. Toute la façade de la réindustrialisation des États-Unis ne mène nulle part. Les États-Unis ont perdu énormément de bonne volonté et d'influence à travers le Sud global à cause de leur campagne contre l'immigration. Cela inclut non seulement les immigrés de la base, mais aussi les travailleurs H-1B et ainsi de suite. Et la diabolisation de la Chine n'a mené à rien. Et même en matière de criminalité, les citoyens américains, en particulier dans les États bleus, sont confrontés à ces agents de type Gestapo sous la forme de l'ICE, et beaucoup de gens en sont vraiment furieux. Commentez l'avenir du mouvement MAGA, surtout à la lumière de ce que nous avons vu à New York. Pensez-vous qu'il puisse exister une politique plus raisonnable et progressiste aux États-Unis, qui ne prenne pas cette forme vulgaire du MAGA, mais qui, en même temps, s'attaque au monopole de Wall Street, à l'Amérique des grandes entreprises, et aborde la question du coût de la vie, de l'emploi, de la santé, etc. Quelle est votre opinion à ce sujet?
etc. What's your take on that? Well, I think what happened is the majority of people in United Eh bien, States today. je pense que ce qui s'est passé, c'est que la majorité des gens aux États-Unis aujourd'hui ont fini par se rendre compte que le système ne fonctionne pas pour eux. Le gouvernement ne fonctionne pas pour eux. Alors, que fait-on de ce sentiment populaire, de ce mécontentement? C'est là que la gauche et la droite se disputent ces voix. Ce qui s'est passé, c'est que Trump a incarné le populisme de droite et a su mobiliser une grande partie de ce mécontentement à droite pour se propulser au pouvoir. Bien sûr, Trump, en tant que politicien qu'il est, a fait trop de promesses et en a tenu trop peu, ce qui n'a fait qu'approfondir la désillusion à l'égard de l'establishment américain. Et en réalité, avec le mécontentement populaire qui existe, si la gauche ne prend pas le contrôle, ne s'adresse pas aux masses et ne les guide pas vers son camp politique, alors ces gens iront vers la droite. Je veux dire, en bien des aspects, les États-Unis traversent à la fois un déclin impérial et un déclin sociétal. Et à ce stade, on ne peut pas rester indécis. On peut soit se diriger vers le fascisme, ou, pour certains, vers encore plus de fascisme, soit se tourner vers un socialisme progressiste. Et cela dépend vraiment du leadership, de la capacité des gens à mieux s'organiser et de la manière de s'adresser aux masses. C'est encourageant de voir ce qui s'est passé à New York, car sous bien des aspects, un vote à l'élection municipale de New York est en réalité un vote contre l'establishment. Mayor election is really a vote against the establishment because people are tired of Zionist billion. Parce que les gens en ont assez des milliardaires sionistes qui essayent d'influencer la politique, comme Bill Ackman, par exemple, qui essaye vraiment de peser dans le débat en s'attaquant durement à Madani. Donc, d'une certaine manière, le vote pour Madani est une réaction contre ces personnes-là, contre ceux qui soutenaient Andrew Cuomo. C'est un vote contre la classe des milliardaires. C'est un vote contre les sionistes qui diffament Madani en le traitant d'antisémite. Maintenant, je suis électeur américain depuis assez longtemps pour être un peu désabusé. Vous savez, j'avais le même genre d'attente et d'enthousiasme à l'époque où Obama se faisait élire, non? Quand Obama est arrivé en promettant aussi le changement et qu'il a fini par être en gros le porte-parole de Wall Street. Basically the spokesperson for the Wall Street. And I'm going to have to adopt a wait and see approach to. Je vais devoir adopter une approche attentiste pour voir comment Madani gérera son mandat en tant que nouveau maire de New York, car on peut déjà constater des tentatives évidentes de la part de l'establishment démocrate pour le récupérer. Obama essaie de lui donner des conseils, et Alex Soros, le fils de George Soros, pose pour des photos avec Madani. Je vais donc devoir attendre et voir si Madani parvient à résister à la pression de revenir dans la machine et à tracer sa propre voie indépendante, ou s'il s'agira simplement d'un autre cas comme AOC ou Obama. C'est ainsi que le Parti démocrate tente, pour ainsi dire, de ramener tout le monde sous la tente bleue. Bring everybody back into the blue tent, so to speak. Je suis donc prêt à accorder à Madani le bénéfice du doute, et je vais attendre de voir ce qui va réellement se passer. Mais cela montre qu'il existe une colère populaire, issue de la base, contre l'establishment. Les gens ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. Ils exigent donc un changement. Maintenant, la question est de savoir qui va répondre à cette colère populaire. S'agira-t-il d'un populiste de droite, d'une autre figure à la Trump, ou bien de quelqu'un issu de la véritable gauche authentique? Il faudra attendre et voir. Nous allons nous arrêter là, Carl. Merci beaucoup pour votre temps. C'était une conversation très intéressante. Merci encore. Merci, à tout moment. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu
et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.